La chute du régime d'Al-Assad en Syrie et la prise de pouvoir par les néo-djihadistes du HTS, dirigés par Abu Mohammad al-Julani, bouleversent une fois de plus l'équilibre du Moyen-Orient. La Syrie est maintenant sous le contrôle d'un groupe extrémiste qui diffuse depuis plusieurs jours des messages assez inattendus. Ces messages surprennent parce qu'ils ne collent pas du tout à l'image habituelle qu'on a d'un groupe salafiste lié à Al-Qaïda. Regarde bien ça. Le nouveau gouvernement syrien a déclaré aux chefs d'entreprise qu'il adopterait un modèle de libre marché et intégrerait le pays dans l'économie mondiale. Un changement majeur après des décennies de contrôle étatique corrompu. Ces déclarations ont semé beaucoup de confusion. Pourquoi? Parce que l'idée de libre marché ne colle pas du tout avec une interprétation stricte de la charia, cette loi islamique qui impose des restrictions sévères sur les profits économiques. Mais ce n'est pas tout. Lors d'une interview récente, la première accordée à CNN, Abu Mohammad al-Julani lui-même, interrogé par une journaliste, s'est présenté comme un leader moderne. Il a même modifié son apparence vestimentaire pour adopter un style plus acceptable pour les occidentaux. En plus, ces derniers jours, tout en défendant un système basé sur la force des institutions plutôt que sur celle d'un seul individu, il a tenu des propos qui, compte tenu de son passé djihadiste, sont pour le moins étonnants. En voilà un exemple. Personne n'a le droit d'effacer un autre groupe. Ces sectes, des minorités, cohabitent dans cette région depuis des centaines d'années et personne n'a le droit de les éliminer. Une personne dans la vingtaine aura une personnalité différente de celle d'une personne dans la trentaine ou la quarantaine et évidemment encore différente de quelqu'un dans la cinquantaine. Je dis aux gens, ne jugez pas sur les mots mais sur les actions. Abu Mohammad al-Julani à CNN. Tout cela est extrêmement trompeur. Personne ne sait vraiment ce que la Syrie va devenir entre les mains de ses dirigeants. Soyons clairs, on ne peut pas faire confiance à des gens issus d'Al-Qaïda et immergés dans le fondamentalisme. Ce qui est encore plus troublant, c'est de voir un tel effort pour donner une impression de modération. Mais qu'est-ce qu'on observe réellement ici? En vrai, seul le temps nous permettra de le dire. Mais dans tous les cas, on avancera avec prudence dans toute cette affaire. Si on peut se réjouir chez Diplo de la chute d'Al-Assad, on laisse à d'autres le soin de croire au miracle d'une transformation de ces individus. Mais ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'arrivée au pouvoir du groupe HTS a provoqué un véritable séisme politique au Moyen-Orient. Ça a brutalement modifié l'équilibre sécuritaire déjà précaire dans la région. Ça concerne des acteurs majeurs comme l'Iran, Israël, la Turquie et d'autres pays qui ont été directement touchés ou impliqués par la montée au pouvoir des rebelles syriens du HTS. Évidemment, la grande question reste, quel rôle joue-t-il en Syrie? Qui sont les gagnants et les perdants de cette institution? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite? On va tout raconter dans cette vidéo, mais d'abord j'aimerais souligner que vous n'êtes que 17% à être abonné. Donc si vous voulez me faire plaisir, pensez bien à appuyer sur le bouton et la petite cloche pour être prévenu en temps réel de l'apparition des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on passe au chapitre suivant. Le grand jeu du risque. Il y a un proverbe qui dit que les sages profitent de la tourmente. C'est probablement ce qu'on a dû penser en Turquie et en Israël. Ces deux puissances régionales, voisines de la Syrie, pourraient tirer un avantage énorme de l'accession des rebelles du HTS au pouvoir. Et tu sais qui pourrait en profiter particulièrement? Exactement, la Turquie. Vous remarquerez qu'on a un invité surprise, donc si ça vous dérange pas, comme il vient de pisser sur le tapis et qu'il continue d'aboyer, je vais le garder dans les bras un peu plus longtemps pour pouvoir continuer ce tournage. Allez, on reprend. Ce changement de régime a été très utile pour la Turquie. Elle se trouve peut-être face à la meilleure opportunité de toute son histoire moderne pour manœuvrer dans la région et, au passage, résoudre certains problèmes qui la freinent depuis des décennies. Parmi ces problèmes, on retrouve notamment la résistance des Kurdes. Alors les Kurdes, un peuple sans État, sont répartis entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran dans une région qu'on appelle le Kurdistan. Depuis au moins les années 1980, ce peuple s'oppose aux Turcs parce que Ankara les voit comme des groupes séparatistes qui veulent affaiblir la Turquie afin de créer leur propre État ou à minima d'obtenir une large autonomie. Mais voilà, depuis des années, l'un des principaux refuges des Kurdes se trouve justement dans le nord-est de la Syrie. C'est là que se concentrent les principales bases des forces démocratiques syriennes, les FDS, qui avec le soutien des États-Unis et d'autres pays occidentaux mènent des combats contre à peu près tout le monde. Les islamistes, les forces turques elles-mêmes, ainsi que le pouvoir du régime d'Al-Assad désormais déchu. Mais avec l'arrivée au pouvoir du HTS en Syrie, la Turquie a vu une opportunité en or. C'est maintenant ou jamais pour régler ce problème. Et c'est exactement ce qu'Ankara a commencé à tenter ces derniers jours. Les Kurdes de Syrie confrontés à une guerre totale alors que la Turquie et ses alliés sunnites ciblent Kobané. Un jour après la chute de la ville de Manbij, contrôlée par les FDS, les forces proxy turques ont avancé aujourd'hui en direction de la ville de Kobané. Ce n'est pas la première fois qu'Erdogan tente une telle manœuvre. Déjà en 2017, le président turc avait profité de la guerre civile syrienne pour intervenir contre les unités kurdes situées de l'autre côté de la frontière. En réalité, pour combattre les Kurdes, les Turcs soutiennent activement depuis des années l'armée nationale syrienne.
syrienne, un groupe rebelle sunnite relativement modéré qui évidemment est en conflit ouvert avec les Kurdes. Ce groupe n'a pas perdu de temps. Derniers jours, il a intensifié ses attaques contre les Kurdes. Et tout cela, bien sûr, se fait avec le soutien des forces armées turques, notamment via des frappes aériennes. Plus précisément, l'objectif immédiat des Turcs et de leurs alliés est de perturber les lignes d'approvisionnement contrôlées par les forces kurdes et de consolider un couloir stratégique entre les villes d'Al-Bab et Tel Rifat. Cette zone a été capturée par les rebelles pro-turcs le 1er décembre. La justification invoquée par la Turquie, établir une zone de sécurité le long de sa frontière. Mais quoi qu'il en soit, on parle ici d'un avenir très sombre pour les Kurdes. C'est le revers de la médaille de tout ce qui se déroule en ce moment en Syrie. Le leader kurde syrien, Mazloum Kobane, se trouve dans une impasse cruciale. Soit ils défendent coûte que coûte les positions kurdes consolidées au cours de la dernière décennie, où des règles plus ouvertes et modérées sont appliquées, soit ils essaient de négocier en acceptant de se placer sous le contrôle du nouveau gouvernement syrien, fondamentaliste et islamiste, soutenu par leurs ennemis historiques, les Turcs. Ce choix ne sera certainement pas facile. Maintenant, si cela représente déjà une excellente nouvelle pour la Turquie, ce n'est pas fini. Attends un peu parce qu'on n'a pas encore abordé un autre gros problème auquel Ankara fait face depuis des années à cause de la guerre civile syrienne, celui des réfugiés. Alors bien sûr, ce problème touche aussi plusieurs pays européens, mais il est particulièrement aigu pour la Turquie, qui partage une longue frontière avec la Syrie. Et voilà que l'arrivée au pouvoir du HTS commence à produire exactement ce que la Turquie espérait, le retour de milliers de réfugiés syriens. Et selon l'évolution de la situation, ce chiffre pourrait bien atteindre des millions. Les réfugiés syriens en Turquie commencent à rentrer chez eux alors que le régime d'Al-Assad s'effondre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé son intention d'ouvrir davantage de points de passage à la frontière, prévoyant une augmentation des retours volontaires avec l'amélioration de la stabilité. Depuis des années, la Turquie héberge environ 3 millions de réfugiés syriens. Et évidemment, même si l'Union européenne apporte un certain soutien, accueillir autant de réfugiés venus d'un autre pays finit toujours par causer des problèmes. Problèmes d'intégration, augmentation des dépenses sociales, pression sur les systèmes de santé et d'éducation, bref, tu vois le tableau. C'est pour toutes ces raisons qu'il n'est pas étonnant que la Turquie ait un intérêt particulier à voir la guerre civile en Syrie arriver à une conclusion définitive. Et si l'issue de ce conflit passe par la chute de son ennemi Al-Assad, comme c'est désormais le cas, et c'est tout bénef pour Ankara. En plus, la Turquie pourrait même envisager de profiter de la reconstruction de la Syrie. Regarde bien. La Turquie s'attend à récolter les bénéfices en Syrie grâce à la reconstruction et au retour des réfugiés. La proximité géographique de la Turquie donne un avantage considérable à ses entreprises du BTP pour s'accaparer une bonne part des opportunités offertes par la reconstruction de la nouvelle Syrie. Par exemple, après l'annonce de la chute du régime d'Al-Assad, les grandes entreprises turques de construction ont vu leur valeur progresser en bourse. L'indice turc des entreprises de construction a grimpé de plus de 3,4%, atteignant un niveau record. Sur le papier, tout semble jouer en faveur d'Ankara. La seule ombre au tableau pourrait être la perte de main-d'œuvre bon marché liée au retour massif des réfugiés syriens dans leur pays. En effet, environ 1 million de réfugiés syriens travaillaient en Turquie, surtout dans l'économie informelle. C'est donc pas une question à prendre à la légère. Mais peut-être avons-nous négligé un point encore plus important. Les amis, vous devez savoir que le gouvernement turc mise aussi sur d'autres opportunités économiques que l'arrivée au pouvoir de rebelles syriens pourrait débloquer. Alors de quoi est-ce qu'on parle exactement? Du projet de gazoduc sur lequel la Turquie et le Qatar travaillent depuis des années. Mais alors, quel est le lien entre la Syrie, la chute de Bachar al-Assad et ce projet ambitieux? Depuis que le Qatar a proposé ce projet en 2009, Bachar al-Assad a systématiquement refusé la construction d'un pipeline reliant le Qatar à la Turquie via l'Arabie Saoudite, la Jordanie et la Syrie. Ce gazoduc de 1500 km d'un coût estimé à 10 milliards de dollars aurait permis de transporter du gaz naturel extrait des gigantesques gisements du Qatar et potentiellement de l'Arabie Saoudite jusqu'à la Turquie, puis de là directement vers l'Europe. Faut garder un œil sur ce projet parce qu'il pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique. Avec un tel gazoduc, l'Europe bénéficierait d'un accès direct et bon marché à d'immenses quantités de gaz naturel. En plus, vu que le gaz est acheminé par pipeline, ça réduit considérablement les coûts par rapport à l'actuelle méthode qui consiste à le liquéfier et à l'envoyer par bateau. Bien sûr, tu devines sans doute qui serait le grand perdant dans cette affaire, non? Exactement, Moscou. Rappelons que le Qatar détient plus de 25 400 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, soit environ 14% des réserves mondiales connues. En ajoutant les 9 000 milliards de mètres cubes estimés en Arabie Saoudite, on parle de 17 à 20% des réserves mondiales connues. La Turquie aurait tout à gagner dans cette histoire. D'un côté, elle aurait accès à du gaz bon marché, crucial pour son industrie, et de l'autre, elle encaisserait des redevances significatives grâce aux frais de transit. Bref, encore une fois, c'est tout bénef pour la Turquie. Maintenant, tu te demandes sûrement, mais pourquoi la Syrie refuserait-elle ces revenus
issus des péages. Si les pays traversés par les pipelines en tirent généralement profit. Et bah, souviens-toi qui était le principal allié de la Syrie gouvernée par Bachar al-Assad, en dehors de l'Iran. Exactement, la Russie. Et c'est précisément là qu'intervient l'un des plus grands perdants de cette situation. Parce que oui, à Moscou, on doit encore s'arracher les cheveux face à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines en Syrie. Et franchement, ils ont toutes les raisons de le faire. Reste attentif parce que ce qui vient ensuite est encore plus révélateur. If you want me to say yes, we lost in Syria, we are so desperate. If this is what you need, let's continue. But my point is, I am not in the business of guessing what is going to happen. Les intérêts de la Russie en Syrie étaient gigantesques. On parle d'intérêts stratégiques, tant du point de vue militaire, énergétique, mais aussi politique. Tu vois, la Russie, c'est un pays qui extorsionnait ses partenaires en instrumentalisant le gaz, une arme de négociation pour imposer ses volontés. C'était le cas jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, à une époque où des pays comme l'Allemagne dépendaient presque entièrement des approvisionnements en gaz venus de Moscou. Deux mots suffisent pour résumer tout ça, l'argent et l'influence. Mais voilà, le gazoduc dont on vient de parler offrirait aux pays européens une option supplémentaire pour diversifier leurs approvisionnements en gaz, et à un prix compétitif. Ce projet est donc totalement contraire aux intérêts de Moscou. C'est pour cette raison qu'Al-Assad a systématiquement bloqué la construction de ce pipeline. En retour, la Russie lui a promis de garantir la sécurité et la survie de son régime. Mais on voit aujourd'hui à quel point cette promesse de sécurité et de survie du régime sonnait creux. Et attention, ce n'est en rien un geste altruiste. Pas du tout. En Syrie, la Russie maintient pour l'instant plusieurs bases militaires. Ces installations, entre autres, avaient pour mission de protéger Al-Assad contre les groupes djihadistes actifs dans le pays. Une présence militaire qui remonte à 1971, à l'époque de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, aujourd'hui exilé à Moscou. On parle ici de la base aérienne de Khmeimim, où la Russie a déployé une flotte d'environ 30 avions, incluant des chasseurs Sukhoi 35, 34 et 24. On doit aussi mentionner la base navale de Tartus. Pour l'instant, les dernières informations concernant les forces russes en Syrie indiquent que plusieurs navires militaires russes ont quitté la base navale de Tartus. Ces navires se trouvent désormais à environ 13 km des côtes syriennes, attendant de voir comment la situation évoluera. Des images satellites montrent des navires de la marine russe ancrés au large des côtes syriennes. Ces bases n'étaient pas uniquement là pour protéger le régime d'Al-Assad. En réalité, c'était même l'aspect le plus basique de leur rôle. Ces installations étaient au cœur de la stratégie russe pour projeter sa puissance et son influence au Moyen-Orient, en Méditerranée et en Afrique. Elle représentait une enclave logistique absolument cruciale. Le problème, c'est que la Russie a également utilisé ces bases pour mener des bombardements massifs sur des villes et des villages syriens, visant à écraser l'opposition. Une opposition qui, aujourd'hui, a pris le contrôle de la Syrie. La question se pose donc, est-ce que les rebelles pourraient passer l'éponge sur le passé et tolérer la présence des troupes de Poutine, peut-être en échange de compensations financières? Eh bah, on ne peut jamais être sûr, mais honnêtement, ça pourrait être compliqué. La plupart des Syriens haïssent les Russes à cause de leurs bombardements sur les zones urbaines. Et n'oublions pas que les militants du HTS eux-mêmes ont été ciblés par les frappes russes lors de leur offensive éclair pour s'emparer du pouvoir. Ces attaques, qui n'ont finalement servi à rien, restent encore très fraîches dans les mémoires. La Russie serait proche d'un accord avec les rebelles pour conserver ses bases militaires en Syrie. En vrai, tu sais qui d'autre en plus des Turcs a aidé les rebelles du HTS? Eh bah, nul autre que les Ukrainiens. Non, c'est pas une blague. Regarde bien ça. Les rebelles syriens ont reçu l'aide de l'Ukraine pour infliger une humiliation à la Russie. Ouais, t'as bien entendu. Selon des sources, les renseignements ukrainiens auraient envoyé il y a environ 4 à 5 semaines une vingtaine d'opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones pour soutenir le HTS dans son offensive imminente. Dans ce contexte, il semble difficile d'imaginer que le nouveau gouvernement syrien permette à ceux qui l'ont bombardé et soutenu Al-Assad pendant des décennies, comme la Russie, de rester dans le pays. Surtout lorsque ce gouvernement a des alliés comme les Ukrainiens. C'est pourquoi la Russie risque fort de perdre ses bases militaires en Syrie tôt ou tard. Et même si elles n'étaient pas totalement abandonnées, leur capacité opérationnelle et sécuritaire serait considérablement réduite, ce qui, dans tous les cas, constitue une bonne nouvelle pour certains. Cela dit, les amis, vous devez savoir que Poutine peut encore entretenir un mince espoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bah, après la prise de Damas, les rebelles n'ont pas attaqué l'ambassade de Russie. Ça pourrait être interprété comme une simple démonstration de respect diplomatique ou une tentative de maintenir la porte ouverte à d'éventuelles relations futures avec Moscou. À ce stade, impossible d'en être sûr. Mais il est clair que ce maigre rayon d'espoir pour le Kremlin existe encore, du moins pour l'instant. En revanche, l'ambassade iranienne, elle, a été attaquée par les rebelles. Et c'est ici qu'on arrive au deuxième grand perdant dans ce chaos. اون چه که غافلگیر
کننده بود یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله با این حرکت که آغاز شد و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره و نه فقط برای ایران برای همه. Un pays pour lequel la chute de Bachar al-Assad a été un véritable coup dur, et c'est bien l'Iran des ayatollahs. Une grande partie de la stratégie de pression politique et de guerre hybride de Téhéran reposait sur la Syrie. Et attention, il ne s'agit pas seulement de groupes pro-iraniens situés dans le nord du pays qui lançaient parfois des attaques contre Israël. Le véritable point central, c'est que la Syrie jouait un rôle essentiel dans le soutien au principal instrument de pouvoir de la République islamique iranienne, le Hezbollah. La Syrie d'al-Assad était la principale voie de transit pour les munitions, les armes et des milliers de missiles iraniens, comme les Fateh 110 ou les systèmes de type Scud qui alimentaient les bases du Hezbollah au Liban. Ces expéditions transitaient par Bagdad puis Damas avant d'être acheminées vers le Liban. En échange, le Hezbollah a joué un rôle déterminant pour maintenir al-Assad au pouvoir pendant les premières années de la guerre civile syrienne. Jusqu'à 15 000 combattants du groupe libanais pro-iranien ont combattu en Syrie pour défendre le dictateur. Cela leur a également permis de gagner une expérience de combat considérable au point de presque devenir une armée à part entière. Mais avec la chute d'al-Assad, tout ça ça s'est effondré. Désormais, les flux d'armes vers le Hezbollah sont soit complètement interrompus, soit drastiquement réduits. Il faut être très clair, ça sera pas facile pour le Hezbollah de trouver une alternative. Après tout, le Liban n'a de frontières terrestres qu'avec Israël et la Syrie. De nombreux analystes militaires se demandent comment le Hezbollah pourra faire face à cette situation. Après avoir essuyé de lourdes frappes israéliennes ces derniers mois, le groupe devra maintenant gérer une aide iranienne bien plus difficile à recevoir. Et comme tu peux le constater, tout ce chaos finit par impacter directement le pays qu'on vient d'évoquer, Israël. Un pays qui, face à une nouvelle donne, commence déjà à jouer ses cartes avec une stratégie qui pourrait bien être la meilleure qu'il ait jamais eue. Israël se trouve à un carrefour entre l'inquiétude face à l'arrivée au pouvoir du néo-djihadisme dans un pays voisin et l'opportunité d'exploiter cette situation pour renforcer sa sécurité. Et c'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. Depuis la chute du régime syrien, Israël a intensifié ses bombardements sur de nombreuses cibles militaires en Syrie, obtenant des résultats tout simplement spectaculaires. Regarde bien. Dans une campagne historique à travers la Syrie, Tsahal affirme avoir détruit 80% des forces militaires du régime d'al-Assad. Israël a tiré parti de la chute du régime d'al-Assad et de la perte de la protection militaire russe pour démilitariser la Syrie, entre guillemets. L'armée israélienne a récemment déclaré avoir mené environ un demi-millier de frappes contre des cibles stratégiques dans le pays. Grâce à ces attaques, Israël a réussi à détruire la majorité des arsenaux d'armes stratégiques en Syrie. Infrastructures de l'armée de l'air, centres de contrôle aérien, quartiers généraux du renseignement, systèmes de défense aérienne, usines d'armement et de dépôts de munitions, infrastructures et équipements critiques comme les hélicoptères, chars, radars et hangars et j'en passe. Toutes ces cibles ont été frappées par l'armée israélienne. Cette campagne militaire, elle porte un nom, l'opération Bashan Arrow. Dans ce cadre, Israël a également anéanti 15 navires de la flotte maritime syrienne. Et c'est pas fini, ils ont frappé des installations liées aux armes chimiques que le régime d'al-Assad avait déjà utilisées à plusieurs reprises contre sa propre population et menacé d'utiliser contre les Israéliens. En résumé, il s'agit d'un désarmement express, parfaitement planifié, que l'armée israélienne avait probablement préparé depuis des années et qu'elle a enfin pu mettre en œuvre. Mais ça ne s'arrête pas là. En parallèle de cette démilitarisation forcée, Israël a également pris des positions stratégiques dans la région frontalière du plateau du Golan. Parmi ces positions, les Israéliens ont occupé le mont Hermon, une montagne culminant à environ 3000 mètres d'altitude, située à la frontière syro-libanaise. Ce sommet, le plus haut de la région, revêt une importance stratégique majeure. Pourquoi ? Un ancien pilote de Tsahal a récemment éclairé ce point. La montagne servait autrefois de forteresse naturelle pour la Syrie, créant un angle mort dans la couverture radar israélienne. Ça compliquait le déploiement de l'armée de l'air et des systèmes antimissiles israéliens, un atout non négligeable en cas de potentiel conflit avec l'Iran. Maintenant qu'Israël contrôle cette zone, des radars avancés et des systèmes capables de surveiller de vastes portions de la Syrie et du Liban devraient y être installés. Et ce n'est pas tout. Avec cette occupation, Damas se retrouve désormais directement à portée de l'artillerie israélienne. Cette nouvelle réalité offre à Israël une capacité de dissuasion phénoménale, un levier stratégique dont il faudra clairement se méfier. Et pour couronner le tout, la chute d'al-Assad pourrait également libérer le Liban de l'influence de Damas, de Téhéran et peut-être même du Hezbollah. Ce serait une excellente nouvelle pour Jérusalem. Imaginons un instant un Liban qui pourrait retrouver une certaine normalité ou au moins se libérer du joug d'un groupe terroriste comme le Hezbollah. Ce serait une immense victoire, non seulement
seulement pour le Liban, mais aussi pour Israël. Quoi qu'il en soit, tout cela représente un pas de géant pour la sécurité d'Israël. Un pas supplémentaire dans ce qui ressemble déjà à une campagne historique. En l'espace de quelques mois, Israël a d'une manière ou d'une autre neutralisé ou affaibli tous ses principaux ennemis. C'est probablement pour cette raison que l'on a vu Netanyahou aussi satisfait récemment. Les rebelles dirigés par Al-Julani restent une source d'inquiétude. Mais la situation sécuritaire d'Israël s'est peut-être nettement améliorée. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Et voilà, on a nos deux grands gagnants et nos deux grands perdants dans toute cette histoire. Les amis, on assiste à un véritable jeu de risques, un affrontement d'intérêts contradictoires qu'on ne peut qu'observer en attendant de voir comment tout cela se conclura. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risk. Il est encore bien trop tôt pour deviner comment toute cette histoire va se terminer et ce qui attend la Syrie sous ce nouveau régime. On ne sait pas non plus si Téhéran et surtout Moscou tenteront de riposter. Mais comme on te l'a toujours dit, l'avenir est imprévisible. C'est pour ça qu'avec toute la team de Diplo, on continuera de suivre ce qu'il se passe dans ces pays pour te faire encore plus de vidéos. Donc pour ne pas les louper, abonne-toi, like et partage, tu connais la rengaine. Nous on te dit à très vite pour plus d'actu internationales. À ciao, bonsoir.